Notre nouvelle émission Santé Plus est consacrée cette semaine à l'harmonie dans le couple et dans sa vie qui contribue au bien-être et à la bonne santé en général. Avec nous, Sandy Boulanger. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et bien sûr, avec nous Bernard Volker. Donc Sandy Boulanger, vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes relaxologue, sexothérapeute et cofondatrice d'un site qui s'appelle 15février.com. Et ce site est destiné à réenchanter son couple et vous êtes également femme de santé et formatrice. Oui. Alors quel est précisément votre métier et comment avez-vous été amené à l'exercer? Quelles sont les études qu'on fait? Enfin, comment est-ce qu'on devient tout ça? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai à la base une maîtrise d'économie statistique qui m'a amenée à travailler dans la publicité. Et puis, j'ai été maman assez rapidement. Mon bébé a eu des problèmes de santé pendant quelques temps. Donc, je suis très vite rentrée en fait, dans une réalité assez difficile, ce qui m'a amenée à me poser cette question de quel est le sens de ma vie. Donc, je trouve qu'à 25 ans, c'est quand même une chance aussi de pouvoir être confrontée à ça. Et je suis allée logiquement vers le soin du corps. Donc, j'ai fait différentes écoles de formation en psychologie, dans la clinique, et puis surtout le travail corporel. Comment est-ce qu'on peut travailler à partir du corps? Je voulais absolument aller travailler à l'hôpital pour pouvoir justement influencer et accompagner les angoisses et les douleurs en plus des médicaments. Et c'est vrai que la relation avec le corps, l'attention et le soin, ça passe aussi beaucoup par toutes ces attentions que l'on peut avoir. Donc j'ai fait beaucoup d'écoles, je crois que ça fait maintenant 15 ans que je continue de me former et que je n'arrête pas. Donc ça serait un peu long à vous détailler tout mon parcours, mais c'est beaucoup de passion en tout cas. Donc vous êtes fondatrice d'un site internet qui s'appelle 15février.com et il est fait pour réenchanter le couple. En quoi une bonne entente dans le couple est-elle bénéfique à la santé des deux personnes qui composent ? On s'est rendu compte pendant la pandémie qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais passé autant de temps ensemble quand on a été confinés et que finalement, c'était pas si chouette qu'on l'imaginait. On a des vies qui sont maintenant très différentes, très chargées souvent. Et c'est vrai que ces moments de complicité et ces moments à deux deviennent un peu rares quand même. Donc c'est pendant cette pandémie qu'on a eu l'idée avec mon associé de mettre en place cette plateforme. Parce que être bien dans son couple et être bien, c'est une liste non exhaustive, ça a des répercussions sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychique. Parce que si on ne peut pas compter sur la personne qui dort à côté de nous, en fait, je ne vois pas à qui est-ce qu'on peut faire confiance. Donc c'est pour moi quelque chose vraiment d'essentiel. Je le vois en milieu hospitalier, là où je travaille. Ce couple-là, il est essentiel. On est ensemble pour le meilleur comme pour le pire, mais parfois on oublie ce que c'est que le pire. Et je crois que de collecter du meilleur au fil de sa vie, ça aide à traverser tous ces moments difficiles. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le couple, c'est un rapport de force? Je dois compter sur toi, tu dois compter sur moi, c'est donnant-donnant Je crois que ça peut être donnant-donnant, mais sous le coup de la solidarité. Ça demande du temps de se connaître, d'autant plus qu'on change quand on évolue. Donc il faut rester curieux l'un de l'autre. Et souvent c'est ça qui est difficile, c'est de se dire que je suis avec quelqu'un depuis longtemps, je connais par cœur, je peux finir ses phrases, j'ai même pas besoin de poser la question parce que je sais comment elle ou il va répondre. Et en fait c'est pas vrai. On évolue beaucoup, les expériences de vie nous transforment et je crois que cette curiosité va continuer à entretenir la solidarité. Dans ce programme 15 février, on parle notamment des luttes de pouvoir parce que finalement, c'est dans le couple qu'on peut se permettre le plus de choses, des choses qu'on ne se permettrait pas avec les autres, dans le bien comme dans le moins bien. Et ces luttes de pouvoir, justement, elles sont là pour nous aider à grandir, à les dépasser. C'est pas anodin, c'est pas naturel, ça coule pas de source. Et je crois qu'aujourd'hui, comme les relations sont en train de changer, les codes sociaux sont en train de changer, il est important qu'on puisse favoriser justement cette harmonie dans le couple. Je sais pas quelle idée vous avez là-dessus, mais c'est un peu comme si aujourd'hui le couple, c'était plus à la mode. Voilà, on s'engage plus vraiment, plus pour très longtemps, on traverse des épreuves, on va très rapidement se séparer. Je crois que c'est important de garder à l'esprit qu'on peut s'entendre de mieux en mieux tout en étant différents. Et aujourd'hui, on partage beaucoup d'outils parce que
On a des vies tellement chargées qu'on n'a plus ce réflexe d'aller chercher les choses à l'extérieur. On ne se dit plus vraiment non plus qui on est avec nos proches. On voit moins nos familles. Enfin, le poulet du dimanche n'existe plus trop. Mais c'était un moment important. Donc, je crois que c'est chouette de se dire « Ok, je vais revenir à moi, à l'autre, à notre couple, parce que c'est essentiel pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous. » Justement, les couples qui étaient confinés, qui se sont éloignés paradoxalement pendant cette période-là, quels conseils leur donneriez-vous pour se réenchanter, pour à nouveau raviver leur couple? Vous savez, en thérapie de couple, on parle beaucoup des 5 formes de langage de l'amour de Gary Chapman. Vous avez 5 façons d'exprimer et de recevoir de l'amour. Et vous imaginez bien que dans le couple, on n'a jamais la même façon de se le partager. Donc ça peut être le toucher, l'intimité, la sexualité, les paroles valorisantes, les services que l'on rend au quotidien. Je vais vider la poubelle parce que tu en as horreur, ou je t'ai ciré tes chaussures parce que tu n'aimes pas ça. Ces petits services que l'on se fait au quotidien. Il y a aussi les moments de qualité. Voilà, moi j'adore aller me promener en forêt et toi tu détestes, mais tu vas m'accompagner. Ou je t'accompagne à l'opéra alors que je n'aime pas ça. Vous voyez, c'est différentes choses. Et puis après, il y a les cadeaux. Et les cadeaux, c'est pas forcément s'ouvrir des boîtes enrubannées. C'est aussi cette façon de... Je te prépare ton repas préféré. Je vais t'emmener là où tu as envie d'aller depuis longtemps. Ou bah tiens, je sais que tu aimes particulièrement manger cette petite friandise qui est dans une seule boutique parisienne. Je vais te la chercher. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, OK, on a 5 possibilités pour pouvoir récupérer aussi le coup, dans le sens où tout ça, c'est pour ramener du positif. Quand on se sépare un peu, qu'on prend un peu de distance, vous savez, c'est comme les 2 serpents du caducée. Ce symbole d'Hermès, le messager, on a le droit d'être différent et de ne pas être toujours sur le même axe, sur le même accord. Mais il y a un moment où on se rejoint toujours. Et parfois, on a du mal à se rejoindre. Et je pense que les choses positives, ces petits cailloux sur notre chemin, sont là pour nous aider à nous retrouver. Donc, c'est bien d'aller regarder là-dedans. Mais là, vous insistez beaucoup sur la durée de la relation. Alors, on sait quand même que la passion, l'état amoureux, ça ne dure qu'un certain temps. Et pourquoi insister sur... quelle est la raison d'insister sur le fait de vouloir avoir un couple qui dure? Est-ce que c'est uniquement par peur de l'ennui qui nous menace quand on est seul? Non, je crois que... On peut difficilement vivre seul, on a besoin d'être en relation, nous sommes des êtres de relation, et qu'une relation intime avec une personne en particulier, ça demande beaucoup de temps. Je crois qu'on a de différentes facettes en soi, que nous-mêmes d'ailleurs avons du mal à ressentir, à explorer et parfois à pouvoir reconnaître, et cet autre qui partage ce quotidien, là où on ne peut pas se cacher, en fait, c'est aussi une opportunité justement d'apprendre à se connaître mieux soi-même et de vivre justement des émotions et des moments qu'on ne vit pas forcément seul, même si on peut apprécier la solitude. Nous sommes avant tout des êtres de relation. Oui, des animaux sociaux. Oui. Donc, qui restent longtemps ensemble, mais pour ceux qui n'arrivent pas justement à se fixer, qui n'arrivent pas à aller au-delà et à bien connaître l'autre, quels sont les conseils que vous donneriez ? Je crois que c'est toujours une histoire de sécurité de base, en fait, au début. Quand on choisit quelqu'un, on reste très flou. Effectivement, il y a ce cocktail chimique hormonal qui vient nous aider à vêtir des lunettes roses. On voit tout ce que l'on veut chez l'autre de fabuleux. On montre soi-même, d'ailleurs, le meilleur. C'est hormonal. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément du subterfuge. Hein. C'est chimique. Mais c'est vrai que cette chimie extraordinaire va durer de 3 minutes à 3 ans. Et après, c'est notre responsabilité que d'aller recréer cette sécrétion hormonale qui n'est plus naturelle. Et pourquoi pas avec un autre partenaire à ce moment-là? Parce qu'en fait, c'est comme si vous pouviez apprécier de la bonne nourriture, mais que vous ne preniez pas le temps d'aller dans le détail et développer votre palais pour pouvoir enfin profiter de quelques petits morceaux gourmets dans votre assiette. Je crois que c'est une histoire de profondeur aussi et de satisfaction. Comment est-ce que l'on intègre ces choses-là? Et comment est-ce qu'on peut descendre encore plus profond en soi pour être capable de partager encore plus avec l'autre? C'est un état de vulnérabilité extrême, le couple, finalement.
Parce qu'on peut se mentir à soi-même et puis avoir cette façade que l'on a avec les autres, même nos amis, parfois même nos proches, mais pas la personne qui partage votre vie. On ne peut pas trop se masquer longtemps. Et donc, pour les gens qui n'arrivent pas à se fixer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour apprécier ces tout petits mais qu'ils ne peuvent pas apprécier puisqu'ils en changent à chaque fois? Je crois que développer la communication, c'est quelque chose d'important. Alors, on n'a pas tous la même capacité à communiquer. Parfois, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui, au final, ne disent rien de vraiment personnel. Et puis d'autres qui communiquent très peu, mais lorsqu'ils le font, c'est très juste et précis. Donc, il ne s'agit pas de pousser quelqu'un dans un mode de communication, mais je pense qu'il faut être très clair avec ce que l'on ressent et de pouvoir le partager. Le couple, vous me disiez justement, on peut être mieux seul, mais je crois que sur un tandem, on voyage plus loin dans le monde. Donc oui, on peut pédaler seul sur un vélo, sans problème. Mais en tandem, peut-être qu'on voit plus de paysages. Donc je crois que c'est cet effort-là de verbaliser les choses, et souvent ce sont des peurs. On a peur de vraiment se dévoiler, d'aller plus loin, et peut-être montrer des facettes de nous qu'on n'avait même pas envie de voir soi-même. Donc, ce n'est pas obligé d'être en couple pendant 70 ans, c'est vrai. Et en même temps, je crois que c'est quand même une aventure assez fabuleuse qui mérite d'essayer d'être vécue. Est-ce qu'il y a des moments où il vaut mieux mettre fin à la relation? Et comment peut-on les pressentir et se prémunir, soit pour les éviter, soit pour faire une rupture nette? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude d'aller consulter des professionnels de santé. Avant tout, son généraliste. Le généraliste est quelqu'un qui reste très près quand même des gens et de pouvoir expliquer en fait pourquoi est-ce que ça ne va pas, parce que le généraliste va voir que ça ne va pas. Il va souvent y avoir des troubles du sommeil, enfin tout un tas de symptômes. Et dans cette discussion-là, le généraliste va envoyer vers un thérapeute du couple. Je crois que c'est une étape intéressante. C'est pas un match de boxe, c'est avant tout trouver d'autres façons de communiquer. Et effectivement, un thérapeute de couple ne va pas essayer de vous rabibocher à tout prix. Il va permettre que le dialogue se fasse. Dialogue, c'est grec, c'est du sens chez les deux, pour voir si on peut retrouver cet axe central ou pas. Mais au moins, il y aura eu un échange de faits. Et là, on voit si effectivement on peut continuer ou s'arrêter. Il y a des cas de violence aussi qui sont insupportables, sur lesquels on ne peut pas discuter. Mais derrière chaque violence, il y a aussi un contexte. Est-ce qu'il y a des addictions derrière? Vous voyez, ce n'est pas si radical. Donc en fonction des contextes, on adapte différemment les possibilités de traitement. Mais je crois qu'avant tout, un médecin généraliste est vraiment bien placé pour pouvoir réorienter sur d'autres professionnels. Justement, vous disiez que quand ça ne va pas dans le couple, on va voir le médecin généraliste parce qu'on a des symptômes, on n'arrive pas à dormir, on est peut-être un peu dépressif, on mange plus ou on boit plus ou moins. Et en quoi cette harmonie contribue à la bonne santé d'une personne, cette harmonie dans le couple, le fait d'être bien avec le sport, je sais pas, la relaxation, c'est un tout cela ou pour une bonne santé? Oui, en fait, je pense que la définition de la bonne santé, c'est effectivement tout un tas de paramètres aujourd'hui. Et on a bien compris que ce n'était pas l'absence de douleur. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques et c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dans la santé non plus. Je pense que l'équilibre et l'harmonie vient effectivement favoriser un état d'être et de supporter ce que déjà la vie nous apporte à l'extérieur. Quand on n'est pas en paix dans son foyer, où est-ce qu'on se repose en fait? Si on préfère être au travail, alors que pourtant c'est pas toujours rigolo, parce qu'à la maison c'est pas joyeux, finalement ce foyer ça va plus être un nid, ça va être comme une prison, une source de conflit où généralement vivent des enfants en plus. Donc cette accumulation de tensions, de colère, de rancœur, doit de toute façon sortir. Et généralement, le couple, c'est effectivement là où on va pouvoir être des alchimistes, en fait. Mais de prendre soin de cette relation, c'est comprendre que c'est vraiment le creuset de la vie, finalement. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas la main dessus. On ne contrôle pas les expériences de vie. Autant essayer de favoriser le partenaire de tandem avec lequel on fait face à ce Tour de France. Oui. Comment les couples ont-ils supporté le long confinement? Est-ce que ça a révélé des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des changements à la suite du confinement?
Oui, il y a eu énormément de changements. En bien comme en moins bien. En bien, c'est qu'effectivement, des gens ont pu se rendre compte que c'était génial d'être avec son binôme, en fait, qu'ils avaient réussi à trouver un équilibre. Ils se sont soutenus parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la période où nous étions, nous n'avions pas d'informations. Il y a eu quand même énormément d'anxiété sur ce qui se passait. Et quand il y a de l'anxiété, bah forcément, ça génère beaucoup d'angoisse et de comportements assez nerveux. Donc il y a certains couples qui ont pu justement se rendre compte qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, que les choses pouvaient se dire et que finalement, dans ces difficultés, que ce soit professionnelles ou justement avec ces angoisses de ne pas trop savoir de quoi demain serait fait, eh bien il y a eu du soutien, de la solidarité. Ceux qui n'ont pas pu sentir de la solidarité, il y a eu effectivement des accumulations de beaucoup de colère et de rancœur qui ont pu aller jusqu'à la violence verbale et ou physique, tellement c'était vécu comme quelque chose d'emprisonnant. Ce qui est un peu le mot de notre société aujourd'hui, c'est le contrôle. Nous voulons tout contrôler. Donc à partir du moment, quand il y a quelque chose sur lequel on n'a pas la main, on n'aime pas. Donc on veut contrôler notre santé, on veut contrôler notre travail, on veut contrôler la façon dont on va pouvoir s'alimenter, partir en vacances. Mais dès qu'il y a une variable qu'on ne maîtrise pas, notamment la maladie, on se rend compte quand même que dans ces cas-là, les gens sont complètement atterrés, mais très en colère. Ils vivent ça comme une injustice. Comment se fait-il que le gouvernement, la médecine, la science n'est pas là pour nous protéger, pour nous soigner? Vous comprenez? C'est un déplacement aussi, je pense, quelque part de dogme. C'est qu'on a envie de croire qu'on a le contrôle sur tout et que les choses qu'on ne maîtrise pas, il y a quelqu'un au-dessus qui maîtrise. La réalité nous rattrape. Et justement, dans les couples qui n'ont pas compris, qui s'entendaient bien et qui ont justement, dans lesquels s'est instaurée une violence, même vis-à-vis des enfants, on connaît tous des gens autour de nous où on se dit mais comment peuvent-ils se parler de cette façon-là, d'être si violents? Qu'est-ce qu'il faut faire pour casser cette espèce de cercle vicieux qui fait qu'on a l'impression que ces couples et voire ces familles-là n'en sortent pas de cette violence? Vous savez, on a toujours un bénéfice secondaire dans les attitudes que nous avons. Donc cette violence, parfois, quand elle est vécue en plus des deux côtés dans le couple, c'est qu'il y a énormément de tension et que c'est la seule façon de l'extérioriser. C'est un combat de gladiateurs, enfin je veux dire, ça avait tout son utilité. Seulement, malheureusement, effectivement, les enfants peuvent être spectateurs et partie pris. Donc je crois qu'il y a besoin d'avoir un apprentissage de la gestion émotionnelle, mais pour ça, il faut que les deux soient d'accord. Parce que comment est-ce qu'ils vont réguler leurs émotions si l'autre n'est plus le gladiateur en face? Sur qui est-ce que ça va tomber? Parce que quand on en arrive à ces extrêmes-là, c'est qu'on n'a pas d'autre façon de gérer ses émotions. Sinon, on s'en occuperait différemment. Donc il faut toujours mettre en place une autre forme de gestion émotionnelle pour pouvoir basculer d'un état à un autre. Et effectivement, l'utilisation du sport est extraordinaire, ça fatigue, ça permet de clarifier l'esprit, on peut comme ça laisser aller les émotions. Donc oui, ça peut être très bien et c'est pour ça qu'on favorise aussi ce genre de choses parce que derrière, il y a surtout une régulation émotionnelle. Est-ce que vous avez observé un lien entre la pratique de la religion, de différentes religions évidemment, et la stabilité du couple? Est-ce que la religion est un ciment pour le couple ou pas? Je vais vous décevoir. En plus, je sais que j'ai une énorme croix autour du cou. Non, je ne crois pas. Parce que vous savez, la religion, ça reste quelque chose de très intime. Cela dépend où est-ce que vous la placez. Si c'est très haut dans les cieux ou si c'est au plus profond de votre cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de religion et qui ont cette capacité à être profondément dans leur cœur et de savoir l'ouvrir. Donc je ne pense pas que ce soit une histoire de religion. Je crois que c'est vraiment une capacité aussi à pouvoir se laisser aller à l'autre et à être dans la confiance en fait. Donc ça peut être la foi, mais pas seulement. Je crois que c'est une histoire de confiance, de pouvoir se montrer vulnérable, authentique et sincère avec quelqu'un. C'est ça qui est compliqué. Vous parliez tout à l'heure de la gestion des émotions. Donc on voit effectivement que certains psychologues sont maintenant accessibles à tous et leurs consultations sont remboursées. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens justement qui sont dans la violence, qui n'arrivent pas à s'entendre dans leur couple, avec leurs enfants et qui ont besoin de mieux gérer leurs émotions? Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue? Est-ce qu'il faut faire du sport, comme vous le disiez? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de
de pouvoir reprendre le dessus? Je crois que c'est très personnel aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une personne à l'extérieur pour leur ouvrir un chemin, une voie, et puis d'autres qui ont besoin d'être autonomes, autodidactes. Et c'est vrai que c'est bien d'expérimenter. Dans ces cas-là, on est un peu comme un nourrisson quand on ne sait pas gérer ses émotions. Enfin, je veux dire, c'est le propre de la petite enfance, c'est qu'on apprend à sentir et puis à extérioriser. Eh bien là, il faut de nouveau aller sentir. Peut-être que le sport va faire du bien, peut-être qu'on va avoir besoin d'une autre personne, d'un relaxologue, je ne sais pas, de quelqu'un qui fait du tai chi, un psychologue, parce que chaque personne a une problématique qui est très différente et qui va s'exprimer de façon différente. Donc il n'y a pas une façon de faire, mais il y a ce tâtonnement qui va dire « Ok, je vais essayer ça, voilà, je vais me mettre à la méditation. » Mais la méditation, il y a des personnes, vous dites « Mais laissez-moi assis 5 minutes seul en silence avec moi, je vous tape !» Donc il y a plein de façons en fait d'aller découvrir en fait profondément qui on est, parce que c'est ça l'histoire. Mais c'est ancestral, hein. Connais-toi toi-même. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on a oubliées, qu'au fil du temps, nous avons besoin de continuer à étendre cette connaissance de nous pour connaître l'univers et les dieux, donc être en relation. Parlez-nous aussi de votre autre activité en soins palliatifs à l'hôpital. Quel est votre rôle là-bas? Alors, je suis somatothérapeute et du coup sexothérapeute, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais je travaille en service de cancérologie et soins palliatifs. Je m'occupe de la douleur et de l'angoisse. Donc, je travaille beaucoup avec le corps. Je vais venir utiliser beaucoup le massage, le dialogue, l'humour, beaucoup. Et en fait, pour être un peu plus rigolote, là-bas, je leur dis toujours que je suis la dame qui fait des câlins. Mais c'est ça, en fait. Vous savez, l'hôpital, c'est un lieu de souffrance. On n'y va pas parce qu'on est content. Même quand on va accoucher, on est super content, mais il y a quand même un moment douloureux. Donc cette souffrance, en fait, je les aide à en faire quelque chose d'autre. Et vous savez, quand on a peur, rien n'est plus bénéfique que d'avoir une main sur votre tête ou quelqu'un qui vous prend contre vous. Mais c'est par la parole ou c'est par justement le contact? Comment est-ce que concrètement ça se... Alors ça peut être les deux. Je touche beaucoup les gens, effectivement, parce que ça me permet de sentir dans leur corps où sont leurs contractions, quelles parties de leur corps sont tendues, et je vais beaucoup travailler sur leur respiration avec eux, mais parce que aussi j'utilise la mienne. Là encore, c'est un peu comme dans le cyclisme, mais quand vous êtes derrière quelqu'un, en fait, vous êtes porté. La respiration, c'est pareil, c'est systémique. Alors, si ma respiration va être ample et souple, en fait, ça favorise l'autre à ouvrir sa respiration. Et en touchant le corps, ça me permet de savoir où sont les blocages, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt de la douleur avec tout ce non-verbal qui va derrière, où maintenant, on a bien compris comment on pouvait l'identifier, ou est-ce que c'est de l'angoisse? Et au niveau de comment est-ce que la respiration se fait, c'est très différent. Donc, avec ce premier repérage-là du corps, je vais venir parler, expliquer des choses, tâtonner. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Parce que moi, quand je touche votre corps, là, je me dis que ça, c'est un peu bloqué, il y a un peu d'angoisse ou vous avez de la douleur. Et on ouvre le dialogue comme ça. Il y a beaucoup d'humour aussi, parce que je crois que quand on souffre, on oublie que c'est possible. Donc je vais à la rencontre des gens assez rapidement, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, sur des terrains en fait agréables. Et pour ça, le contact est quelque chose de vraiment très puissant. Vous êtes également écrivaine, hein, puisque vous avez écrit un roman qui s'appelle « Remets ton slip en place ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sans évidemment dévoiler tous les dessous de l'histoire? C'est l'histoire de 7 personnes qui ont 7 problématiques d'intimité qui va jusqu'à la sexualité. Donc, ce sont des personnages qui ont entre 26 et 92 ans et qui, sur une semaine, vont être amenés à se rencontrer et à surtout comprendre quel est ce blocage et surtout pourquoi est-ce qu'ils se comportaient d'une certaine façon. Donc, bien sûr, j'ai balayé 7 problématiques assez évidentes comme l'éjaculation précoce, le fait de ne pas avoir d'orgasme ou d'être simplement dans une séduction et de ne pas pouvoir passer plus à l'acte. Donc, je voulais partager comme ça, de 26 ans jusqu'à 92 ans, comment cette intimité était essentielle et comment on pouvait continuer à la faire grandir en soi jusqu'à son dernier souffle. Et comment avez-vous trouvé ce titre? En fait, je me suis dit depuis quelques années que le fait d'être bien dans son slip, ça permettait d'être bien dans ses pompes. Parce que je trouve que
on ne regarde pas vraiment comment est-ce qu'on est avec sa sexualité et souvent on le met en jeu dans les relations avec les autres. On le voit beaucoup au travail. C'est plus tant j'ai envie d'être agréable et d'avoir des bonnes relations, une bonne entente avec les gens. Souvent, il y a de la séduction, voire quelque chose de très déplacé dans du sexisme. Et on ne se rend pas toujours compte. Plus on est au clair avec son intimité, et moins on va aller chercher les autres de façon un peu comme ça détournée ou l'air de rien. Donc je me disais, ok, si je suis bien dans mon slip, je suis bien dans mes pompes. Tous les sujets dont on parle là sont complètement universels parce qu'à Télé-Sud, on est beaucoup regardé en Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une spécificité ou c'est vraiment universel dans tous les rapports entre les êtres humains, dans le couple, en famille, en société? Oui, je travaille à la clinique de l'Estrée Elsa Nastin dans le 93 où j'ai la chance de rencontrer énormément de cultures. Et c'est vrai que par rapport à l'Afrique, je peux dire que bien sûr qu'il y a des façons d'être ensemble qui sont différentes. On peut le remarquer chez nous dans les régions aussi. On ne se comporte pas de la même façon dans le sud-ouest que dans le nord de la France. Mais ce qui est propre à chacun, c'est parfois cette difficulté à communiquer ensemble et à continuer à pédaler sur le tandem. Donc souvent, il y a une prise de pouvoir, justement. Il y en a un qui va prendre le guidon et qui va décider de driver tout, sauf que l'autre est obligé de suivre, alors que ce n'était pas forcément sa volonté. Et ben aujourd'hui, c'est moi qui prends le guidon parce que le temps de cette émission est écoulé et je suis obligé, malheureusement, de vous remercier d'avoir participé à l'émission. Sandy Boulanger, merci beaucoup Christine et merci à vous d'avoir suivi cette émission.